Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la validation de la validation des acquis de l'expérience. Donc c'est le deuxième webinaire de l'année qui est consacré à cette thématique. Comme indiqué dans les invitations que vous avez reçues, ce webinaire s'inscrit dans la continuité d'un premier webinaire qui avait eu lieu en juin. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur notre site Pro Choisir mon métier. Le support de présentation diffusé cet après-midi vous sera également remis par mail. Nous sommes ensemble cet après-midi pendant 1h30 jusqu'à 15h30 maximum. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Soit je les relayerai aux intervenants au fur et à mesure, soit nous trouverons un temps pour y répondre à la fin de chaque intervention. Si vous repérez également des questions qui sont déjà posées dans le chat et qui vous semblent importantes, n'hésitez pas à les liker, ce qui nous permettra de prioriser. Au programme de ce webinaire aujourd'hui, un point d'actualité sur les dernières actualités de la VAE, un focus sur le dossier de faisabilité et le dossier de validation à partir d'exemples et d'illustrations, le témoignage d'un certificateur des certifications des professions paramédicales et sociales et un rapide point sur les financements disponibles pour les candidats. Pour terminer, il devrait normalement nous rester quelques minutes pour un nouveau temps d'échange consacré à vos questions. Et aujourd'hui, ce webinaire est rendu possible grâce à votre participation, évidemment, mais grâce surtout à nos intervenants. Donc, Monsieur Gérard de France VAE, Madame Guinaudot du CUBC Pays de la Loire, Monsieur De Oliveira de la DRETS des Pays de la Loire et Madame Sollier de la DRETS également des Pays de la Loire. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Gérard de France VRE pour démarrer ce webinaire. Et je vais arrêter mon partage, Monsieur Gérard, pour vous Oui. laisser. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Si vous voulez le mettre en Oui, oui. Ce que diaporama. je vais faire tout de suite, à partir du début. Voilà. Magnifique. C'est pour moi donc, je démarre? C'est parti. Eh bien, allez, Merci à vous. bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver sur ce deuxième point d'étape sur la réforme de la VE. Cet été a été un été assez laborieux, et même productif pour la VE, puisque de nombreuses choses se sont déroulées. Et donc, mon intervention va se tourner autour de quatre axes. La publication au journal officiel en juillet 25 d'un arrêté et d'un décret qu'on va regarder tout à l'heure, l'élargissement des certifications sur la plateforme, l'ouverture de l'espace porteur de projets collectifs et puis une enquête usagée que nous avons que nous avons faite en fait pour recueillir leur retour sur les fonctionnalités de la startup, enfin, du produit, de la plateforme numérique, pardon. Parce que pour nous, la plateforme ayant un objet centré usager, il est important de recueillir leur avis sur les fonctionnalités pour pouvoir effectivement encore l'améliorer. Je vous rappelle en quelques mots, puisque c'est important, la mission qui est portée France VE par la loi, qui répond toujours aux trois mêmes objectifs, de simplification, de sécurisation et de modernisation. Le portail numérique, il a deux vocations. La première est la mise à disposition d'informations pour les candidats à la VE. Donc, il y a beaucoup d'articles maintenant sur la plateforme écrit en langage compréhensible, c'est-à-dire niveau baccalauréat. Et donc, nous avons des rubriques de questions qui sont extrêmement importantes et qu'il convient de consulter. Et puis, la deuxième mission, c'est effectivement l'accomplissement des démarches de VAE sur le portail numérique de bout en bout. Le corpus réglementaire, donc maintenant, est terminé. Pour mémoire, la loi de 22 précisait les fondements, le décret de 23 précisait les modalités de mise en œuvre, le décret d'application d'avril 24 correspondait à la composition des jurys à minima, et puis l'arrêté de juillet 23 et le décret de 25 et le décret 25 vont compléter le corpus réglementaire. Qu'est-ce qu'amènent ces deux nouveaux textes? Le premier fixe les nouvelles conditions d'accompagnement des candidats à la VAE, définit les modèles de recevabilité. Pour ceux qui étaient déjà dans la préfiguration, qui avaient commencé
à travailler avec France VAE. Il s'agit d'une transcription dans le code du travail des modalités testées et mises en œuvre dans le cadre de la préfiguration de France VAE. Et donc, nous avons reprécisé cette fois-ci juridiquement le contenu des actions d'accompagnement, comment elles doivent être menées. Aujourd'hui, avant, il n'y avait que le cahier des charges et les CGU. Eh bien, les dispositions qui ont été mises dans le cahier des charges des accompagnateurs et dans les CGU se trouvent maintenant retranscrites de manière légale dans un texte. Et donc, nous avons modifié, adapté quelques dispositions suite à vos retours des conditions générales d'utilisation de la plateforme. Petite nouveauté, dans ces CGU, il est prévu également une charte des certificateurs qui rappelle aux certificateurs la nécessité d'une bonne administration publique de la réforme sur les délais de prononciation de la recevabilité et notamment sur les délais d'organisation des jurys. Le deuxième point de cet arrêté concerne le modèle type du dossier de faisabilité qui va permettre aux certificateurs de prononcer la recevabilité d'une demande. Il s'agit là encore du dossier de faisabilité que nous avons testé dans toutes les étapes de préfiguration et qui est en ligne depuis septembre, presque un an, septembre 2024, puisque nous l'avons testé là encore avant d'écrire l'arrêté. Et donc, ce dossier de faisabilité, qui a démarré avec une version PDF, puis une version téléchargeable, puis une formation, etc., maintenant est entièrement dématérialisé et il est le reflet intégral de la certification, puisqu'il est conçu de manière pré-remplie avec des blocs, avec les blocs de compétences et ainsi que les activités. Et donc, le candidat et l'accompagnateur vont pouvoir faire ce travail de positionnement entre la qualité de l'expérience du candidat et les exigences du référentiel, bloc par bloc, activité par activité. Donc, ce dossier de faisabilité a été les éléments qui sont dans le dossier de faisabilité, c'est-à-dire que ce sont les informations nécessaires, utiles, obligatoires, pas plus, sont maintenant inscrites dans l'arrêté. Deuxième point qui est plus intéressant, enfin qui est moins technique et qui permet, qui va rassurer, en tout cas qui va recadrer les modalités de financement au compte personnel formation, puisque par dérogation, la VE était finançable sur mon compte personnel formation, mais avec des textes qui nécessitaient une remise à jour. Et donc, ce qui a été écrit dans le décret concerne les modalités de prise en charge par le CPF qui va couvrir dorénavant la totalité des frais d'accompagnement du parcours et les frais de jury. Ce qui veut dire que les organismes qui accompagnent aujourd'hui les candidats vont pouvoir déposer une offre sur EDOF d'accompagnement global qui prend en compte l'étape de faisabilité, l'accompagnement collectif et ou individuel, l'acte formatif nécessaire et obligatoire si besoin du candidat et les frais de jury, puisque la la totalité des certificateurs, sauf un, qui est en train encore de réfléchir, a l'obligation de définir les frais de jury, les frais de certification dans sa fiche RNCP qui est mise en visibilité auprès des candidats. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de saucissonnage de financement et que bien on soit bien sur une offre globale qui prend en compte recevabilité, accompagnement, actes formatifs et frais de jury. Les actions VAE sont éligibles au CPF. Elles ne peuvent être réalisées que par des prestataires référencés sur France VAE lorsque la certification est proposée sur la plateforme. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans une petite phase intermédiaire. Tant que la certification choisie n'est pas sur la plateforme, c'est l'ancien dispositif qui s'applique. Et du moment où la certification est référencée sur la plateforme, eh bien, ce sont les dispositions précédentes évoquées dans l'arrêté précédent qui vont s'appliquer. Donc, le référencement est toujours sur une ligne de référencement Calliope VAE. Les accompagnateurs doivent s'engager à accompagner une ligne de certification de même nature, à minima, de même nature, de même domaine ou sous-domaine et de même niveau de certification. Et donc, lorsqu'ils s'inscrivent sur France VAE, lorsqu'ils sont référencés sur France VAE, nous avons contrôlé la véracité de l'existence de l'organisme et nous avons travaillé sur son niveau de référencement. Et à partir de là, il a une attestation de référencement qui lui permet de déposer son offre sur EDOF. La vocation de cette offre de cette
attestation de référencement va pouvoir être utilisée pour les entreprises dans le cadre de leurs appels à projets ou les OPCO dans laquelle de leur appel à projet ou leur marché public pour accompagner la VAE. Et à terme, peut-être les conseils régionaux qui voudront lancer des actions collectives. Et encore plus tard, vraisemblablement, France Travail qui pourrait aussi lancer des projets collectifs. Donc l'idée, c'est de rassurer sur la qualité du référencement, puisque la qualité du référencement est contrôlée par les équipes de France VAE et non pas sur le financement, mais on met bien en avant un pilotage de l'offre des accompagnateurs VAE. Deuxièmement, donc les actions VAE éligibles au CPF doivent être donc réalisées obligatoirement par ces prestataires. Et donc, le candidat doit être inscrit préalablement sur la plateforme pour bénéficier de cette prise en charge. Ce qui veut dire que un candidat qui irait aujourd'hui au CPF sur une certification non validée, eh bien, ça ne va pas s'appliquer. Il y aura un autre système. Et les mêmes règles donc s'appliquent pour les demandeurs d'emploi. Donc, on a unifié tout le corpus puisque France Travail va vraisemblablement partir sur une positionnement d'abondement du compte CPF et peut-être que les régions le feront aussi. Donc, l'idée, c'est de sécuriser les financements sur mon compte personnel formation avec des politiques d'abonnement des branches, des régions éventuellement et bien évidemment de France Travail, ce qui n'empêche pas que les entreprises peuvent aussi financer les parcours, bien évidemment, de leurs salariés. Donc voilà, donc c'était simplement un décret qui structurait un peu le financement différemment et qui va permettre d'élargir l'accès au CPF avec une offre globale. Le portail a bien évidemment un peu évolué depuis qu'on s'est vu, c'est-à-dire au mois de juin de mémoire. Donc la fonctionnalité est toujours très centrée candidat, avec la création de la candidature, la validation du dossier de faisabilité, mais aussi avant la création, la recherche de la certification, l'envoi du dossier de validation, la consultation de ses résultats. Sur les certificateurs, ils gèrent leur certification, les informations en direction des candidats. On est très attentif à la qualité de l'information qui est retranscrite en complément de la fiche RNCP, le suivi et le pilotage des candidatures, la prononciation de la recevabilité, la prononciation des résultats. Et enfin, sur l'espace architecte accompagnateur de parcours, c'est le référencement, le suivi de pilotage des candidatures, l'envoi du dossier de faisabilité, l'avis de recevabilité et l'envoi du dossier de validation. Et puis, depuis le 3 septembre, nous avons créé un espace de porteurs de projets collectifs. L'idée, c'est que un financeur, quel qu'il soit, une branche, un OPCO, une entreprise, une collectivité territoriale, peut porter une politique de projet collectif à la VAE. Et donc, le porteur de projet collectif est celui qui amène les financements en direct. Donc, il va créer et paramétrer une cohorte, générer des liens d'accès avec les candidats, suivre et piloter les candidatures et puis choisir son ou ses accompagnateurs et définir les modalités pédagogiques. L'idée, c'est que pour tout porteur de projet collectif, il puisse avoir une vision globale de ce qu'il organise dans le cadre de son périmètre. Et donc cet espace de porteur de projet est en ligne depuis le 3 juin. Il est testé aujourd'hui par 7 entreprises de toute taille, essentiellement dans la grande distribution d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de demandes dans ce secteur-là, avec beaucoup de magasins. Je pense notamment à Leroy Merlin, je pense à Ikea ce soir qui va rentrer, je pense à Alinea, mais aussi des groupes du sanitaire et social, le groupe Vive, une API. Et donc, on teste la fonctionnalité V1 du projet collectif sur la plateforme. Quelques mots sur les candidatures. Je ne sais plus à combien de certifications. Nous étions à certification avant de nous retrouver au mois de mai-juin. À date, nous sommes à 722 certifications. Je fais le PowerPoint la semaine dernière, nous sommes à 747 aujourd'hui. À date, avec une diversification importante depuis le mois d'avril. Et nous attendons sur le mois de septembre encore 200 nouvelles certifications. Vous avez sur la gauche l'état du stock, l'embarquement terminé, et vous avez la liste des derniers certificateurs qui sont arrivés sur le mois d'août et sur tout début septembre. Vous voyez que la diversité des certificateurs, beaucoup de certificateurs privés, des branches, mais aussi un ministère, puisque le ministère des Sports a commencé son intégration dans France VAE.
Sur les projets en cours, il y a donc 221, il y en a un peu moins maintenant, qui ont été ajoutés, qui sont à valider, c'est-à-dire c'est l'intégration des certifications, dont la branche de la métallurgie qui arrive le 23 et le 24 septembre, la branche du bâtiment qui arrive le 30, deux branches du secteur sanitaire et social qui arrivent le 30, et donc grosso modo, fin septembre, nous devrions être tout près des 900 certifications. Ça veut dire que tous les ministères, travail, santé, solidarité, éducation nationale et agriculture et jeunesse et sport sont arrivés sur la plateforme. Ça représente aujourd'hui déjà 97 ou 96% des certifications antérieurement demandées par les candidats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à peu près tous nos concitoyens peuvent trouver la certification sur France VE. Il nous reste deux ministères qui ne sont pas les plus simples. L'enseignement supérieur, nous avons la semaine prochaine des ateliers itératifs avec l'enseignement supérieur parce que le mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur est très particulier, puisque quand il dépose, notamment sur le LMD, licence master, doctorat, il dépose un seul numéro RNCP avec 20, 30, 40, 50, 60 options différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, on est en train de voir comment on peut, à partir de la racine RNCP, comment intégrer les codes complémentaires qui sont dans mon master et les codes d'université pour que un candidat puisse naviguer sur l'ensemble des fiches de parcours d'université. Le travail a démarré cet été, se poursuit là, et on espère pouvoir avoir, à titre de pilote, les certifications du SUP LMD à partir de début janvier, tout en sachant que le SUP ne pèse que 0,3% des demandes de certification. Et on devrait pouvoir intégrer plus rapidement dans le métier SUP les buts. Les buts, il y en a 38. Et là, on va pouvoir vraisemblablement intégrer tous les buts, ils ne sont pas sous logique de parcours, vraisemblablement courant octobre, début novembre. Et il nous restera le ministère de la Culture. Donc, tous les diplômes inférieurs ou égaux au niveau BTS sont en refonte au ministère de la Culture et à l'Éducation nationale. Donc, ils vont être profondément modifiés. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas intégrés. Et il nous restera l'enseignement supérieur de la culture, euh, qui fait très très peu de VAE, mais qui est quand même intéressé à être intégré sur le portail. Donc vous voyez une dynamique extrêmement importante, une diversité très importante des certificateurs, et donc l'intégration quasiment définitive de toutes les certifications est quasiment atteinte. On estime grosso modo que, on sera aux alentours de 1000, 1100 certifications qui correspondent à tous les besoins, à toutes les attentes des candidats. Si toutefois un candidat ne trouvait pas un titre ou un diplôme particulier sur la plateforme, eh bien, nous nous rapprochons directement du certificateur pour voir pourquoi il ne l'a pas mis, est-ce qu'on peut le mettre, etc. Petit zoom sur les accompagnateurs VAE, on en a intégré une quarantaine là, depuis début septembre. Il y a donc 1168 structures référencées sur France VAE avec 3389 lieux d'accueil physiques. Ça veut dire qu'un accompagnateur peut avoir des bureaux dans chaque département ou dans quelques villes. Et donc, ça nous garantit une présence relativement forte sur les territoires en matière de proximité, d'accueil physique. Et ça, c'était un point important. Nous avons attaqué cet été une refonte du portail des accompagnateurs VAE, notamment pour descendre un peu plus bas sur les lignes de format code, sur le référencement, puisque vous savez que les architectes accompagnateurs de parcours sont référencés par ligne de certification, à minima de même sous-domaine et de même niveau. On va descendre un peu plus bas pour que vous compreniez bien. Je suis architecte accompagnateur de parcours, je me référence sur le domaine sanitaire et social. Je descends sur le sous-domaine santé et on va descendre encore un peu plus bas sur les 5-6 formats codes déclinant le domaine santé. On va encore descendre plus bas pour que les accompagnateurs soient vraiment professionnalisés sur des filières métiers le plus proches possible les unes des autres. Donc, on a attaqué ce chantier. Nous espérons pouvoir lancer le nouveau référencement des AP avant la fin de l'année et ainsi de modifier le moteur de recherche des candidats pour que ce soit plus facile à retrouver les bons noms, qu'on ait une meilleure adéquation entre les certifications et l'accompagnement.
J'ai quelques quelques... petites questions, Monsieur Allez-y, Gérard. allez-y, Est-ce qu'on coupez-moi. fait un petit point question? Oui, allez-y. Alors, alors une question de Cécile. Est-il obligatoire pour un certificateur d'être présent sur la plateforme? Alors, pour le moment, non. Mais si vous lisez attentivement les textes, tout certificateur, le process est unifié sur le service public. Ce qui veut dire que rapidement, un certificateur qui ne serait pas sur la plateforme, un, ne pourrait pas faire bénéficier des financements publics à son candidat. Deux, il est obligé de faire le traitement entièrement manuel et donc par contre appliquer les dispositions du décret sur le dossier de faisabilité et le système qui a été mis en place, ce qui veut dire que c'est un effort considérable pour lui pour pas grand-chose. La position des certificateurs aujourd'hui est d'y aller plutôt massivement. Vraisemblablement que le dernier texte qui nous manquerait euh, pourrait être une circulaire ou un arrêté de la ministre qui dit dorénavant toutes les certifications sont obligatoirement accessibles sont obligatoirement inscrites sur la VAE pour les candidats. Je pense que ça arrivera pour éviter les dysfonctionnements dans tous les sens, mais aujourd'hui, plus aucun certificateur n'a pas d'intérêt à être en autonomie complète et de faire durer le plaisir parce que du coup, on repasse dans un mode manuel et c'est pas très agréable de se faire le dossier de faisabilité en mode papier, de piloter le dispositif tout seul dans son coin. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les plus gros certificateurs sont arrivés massivement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Autre question de Catherine. En tant que certificateur privé, comment déposer une certification dans la plateforme France VAE? C'est d'une simplicité redoutable, Catherine. Vous vous connectez sur la plateforme dans l'espace Je suis un certificateur. Vous nous mettez votre nom, votre prénom, le nom de votre organisme, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, le numéro de la certification. Et là, automatiquement, vous avez un formulaire de demande de référencement qui est produit. Vous avez un appel téléphonique avec moi en règle générale pour vous expliquer comment ça va se passer. Et ensuite, vous recevez un PowerPoint et une note de présentation du portail certificateur. Quelqu'un dans l'équipe va ouvrir votre espace et vous allez recevoir un mail pour accéder à votre espace. Et là, vous avez 10 minutes de travail pour compléter votre certification. Qu'est-ce qui manque dans le référentiel NCP? Modalité d'évaluation, fréquence des jurys, dossier type de preuve, prix des jurys et éventuellement une note de commentaire sur la qualité d'expérience que vous attendez pour évaluer le candidat. Faites envoyer et c'est terminé, ça dure 10 minutes. Donc c'est très facile. Autre question d'Élise. Pour les diplômes d'ingénieur ou les doctorats qui relèvent du ministère de l'Agriculture, est-ce que ce sera a priori, comme pour le MESR, un déversement automatique sur la plateforme? Il n'y a rien d'automatique. C'est-à-dire que si une université considère que le doctorat n'est pas la meilleure solution de faire une VAE en doctorat, enfin moi ça m'interroge toujours, hein, mais bon, on va dire que c'est possible. Les doctorats n'y seront pas. Je pense qu'il y a 5 ou 6 doctorats qui font de la VAE par an. On verra quand on aura la demande. Pour l'instant, on n'a pas de demande. Sur l'enseignement supérieur agricole, euh, euh, pour le secteur privé, chaque certificateur privé d'enseignement agricole peut s'inscrire. Donc, les écoles privées de l'enseignement supérieur agricole ont un accès automatique à la plateforme, comme dans le secteur non agricole. Quand c'est co-certifié avec l'enseignement supérieur, on va rester sur les modalités de l'enseignement supérieur, mais a priori, le ministère de l'Agriculture a toute autorité pour intégrer lui-même les certifications sur le portail. Autre question également d'Élise. Lorsque le certificateur est également accompagnateur, non AAP, un référencement des deux est-il obligatoire? Non, quand on vient chercher une certification, on ne vient pas chercher un accompagnement. Donc, le processus d'intégration du certificateur est uniquement centré certificateur. Donc, sur les modalités d'étude de recevabilité, sur le dossier de preuve, la prononciation de la recevabilité, la prononciation, enfin, l'envoi de la convocation au jury et l'envoi des résultats du jury. Quand on veut être accompagnateur, on fait une deuxième démarche. On s'inscrit sur le portail Je veux être accompagnateur. Ça veut dire qu'on doit s'engager à minima à accompagner une ligne de certification de même nature, de même domaine ou sous-domaine et de même niveau. Ça veut dire que vous devez vous engager à accompagner toutes les certifications, les vôtres et celles de vos confrères.
mais aussi de réorienter les candidats vers une autre certification de même niveau, de même nature, si vous estimez que elle ne s'inscrit pas réellement dans la trajectoire professionnelle du candidat. Donc, c'est deux missions différentes. Et si en plus vous êtes centre de formation, vous ne pouvez pas non plus imposer au candidat des actions de formation dont il n'a pas besoin. Et le parcours VE ne prend pas en compte les actions de formation complémentaires, à l'exception de celles qui concourent réellement à la réussite de la certification. Ça veut dire essentiellement des formations obligatoires. Donc, on est formateur, on est accompagnateur, on est certificateur, on sépare les trois missions. Dernière question et puis je vous laisse poursuivre. Si la certification n'est pas encore référencée, est-ce que la recevabilité peut être payante encore jusqu'à la fin 2025? Alors, nous, on ne s'occupe pas des problèmes d'argent entre les certificateurs et les candidats. Dans la mesure où la certification n'est pas référencée, un certain nombre de certificateurs facturent encore des dossiers de recevabilité. Bon, il est vrai qu'à l'époque, le livret 1, l'ex-livret 1, c'était quelque chose d'assez ardu et que globalement, il fallait un peu de temps pour les étudier. La logique aujourd'hui, c'est qu'un dossier de faisabilité qui arrive chez un certificateur, au début, c'est une demi-heure de lecture et quand on est bien à sa certification, ça prend 15 à 20 minutes puisque le travail est fait en amont par un accompagnateur. Avant, le candidat faisait seul son dossier de preuve, son dossier de recevabilité. Là, tout le travail est pré-mâché. Et qu'est-ce que doit évaluer le certificateur? C'est est-ce que l'expérience est suffisante? Est-ce que la validation, la recevabilité donne des garanties suffisantes de l'obtention de la certification. C'est la seule chose qu'il doit vérifier. Donc, il n'y a plus de raison d'être de facturer l'étape de faisabilité qui n'amène plus aucun travail au certificateur autre que son fait de prononcer la recevabilité. Par contre, j'entends bien qu'il peut y avoir des frais de lecture, etc. Donc, ces frais sont englobés dans les frais de certification qui comprennent les frais de jury, et éventuellement le prix de l'énervement du dossier de faisabilité. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a pas, on ne facture pas un dossier de faisabilité et on facture à côté les frais de jury, voire un certain nombre qui demandaient des frais d'inscription. Et on a un peu de tout. L'idée, c'est il y a des frais de certification qui prennent en compte la totalité des charges du certificateur, c'est-à-dire les frais de jury et éventuellement les frais de lecture du dossier de faisabilité. Mais enfin, c'est une demi-heure, hein. Ok, allez, dernière question et je vous laisse continuer. Y a-t-il des certifications du ministère des Finances publiques Non, non présentes actuellement? non. Alors, je n'ai pas connaissance de certification que le ministère des Finances ait des certifications en propre. Il y a le ministère de l'Armée qui a des certifications en propre, mais qui ne sont pas et qui risquent de ne jamais être sur la plateforme pour des questions de confidentialité défense. Et donc, le système de VAE au ministère des Armées est particulier. Il y a le ministère de la Marine marchande qui a un régime de certification, mais le référencement n'est pas le code du travail, mais le code maritime, donc il ne rentre pas dans le champ. Et il nous reste, donc il n'y a pas d'autres ministères qui ont des certifications en dehors du ministère de la Culture qui n'est toujours pas là. L'armée, on l'a vu, et qui n'y rentrera vraisemblablement pas, et le transport maritime et fluvial. Il nous reste une catégorie de candidats, j'en profite parce que ça me vient à l'esprit, qui concerne l'application de la réforme aux agents, aux trois fonctions publiques, aux agents de la fonction publique, des trois fonctions publiques, territoriales, hospitalières et ministères centraux. La réforme ne s'applique pas à ces publics parce qu'il est nécessaire qu'il y ait une transcription du, du code du travail vers le code de la fonction publique. Donc, il faut modifier le code de la fonction publique. Ça fait partie des nouveaux chantiers, enfin du chantier prioritaire du nouveau ministre de la fonction publique quand il sera nommé. En tout cas, on y est très attentif parce que, notamment pour les collectivités territoriales, dans les métiers du maintien à domicile et de la petite enfance, il y a beaucoup de fonctionnaires et de contractuels qui travaillent pour les collectivités locales et qui sont très gourmands de VAE. Idem sur la fonction publique hospitalière. Et donc, nous attendons avec intérêt et rapidité l'inscription dans le code de la fonction publique. Tout est prêt pour les intégrer. Le jour où on a le décret, 3 jours après, c'est ouvert. Et donc ça, c'est un point relativement important et très bloquant pour les certificateurs puisque c'est deux process différents.
et je pense notamment au ministère de la Cohésion sociale et de la Santé, hein, ils ont autant de candidats du privé, voire peut-être moins que du public. Et donc, pour eux, c'est compliqué d'avoir deux process différents et des modalités d'approche différentes. Ok, je vous remercie, Monsieur Gérard. Je vous laisse poursuivre. Oui, quelques points importants, parce que c'est quelque chose qu'on regarde, c'est l'activité du site, hein, donc du portail France VAE, euh, de mesurer la part d'audience, entre guillemets, parce que l'idée, c'est aussi de s'assurer qu'on travaille pour l'écosystème et qu'on ne travaille pas que pour nous-mêmes. Vous voyez que globalement, depuis janvier 2025, après la baisse et les aléas de l'année 2024, hein, que vous avez tous connus, plus ou moins forts, depuis 2025, le portail est extrêmement dynamique et que donc on dépasse assez allègrement les 100 000 visites par mois, dont à peu près un peu plus de la moitié, presque 60%, sont des visiteurs uniques. Donc on a un taux d'acquisition extrêmement importante. Et là, sur le mois de septembre, on va vraisemblablement franchir les 100 000 et plus on a de certifications, plus les gens viennent sur le portail et vont voir notamment les rubriques d'information. On voit aussi, et on a commencé à l'analyser, je vous renvoie comme ça ce point de réflexion à votre échange, hein, que, on perd énormément de candidats avant le parcours, avant le déclenchement du parcours VAE. Ça veut dire quoi? C'est que les candidats manquent terriblement d'informations au préalable de rentrer sur le parcours. Et on le constate notamment avec la suppression des points relais conseils sur les territoires et le fait que tout ce travail qui était fait par les PRC pour s'assurer que la VAE était bien le bon projet, répondait bien aux attentes du client, toute cette étape-là a disparu, que les acteurs du CEP ne sont pas forcément formés sur ce qu'est un processus de VAE. Et on voit qu'on a plein de candidats qui viennent, qui démarrent et qui s'arrêtent, et parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que le projet n'est pas pour eux. Et donc, on mesure aussi l'impact, hein, des organisations diverses et variées par territoire, notamment sur la place et le rôle des poids relais conseils qui jouent un rôle extrêmement important sur les territoires et qui malheureusement sont en train de disparaître progressivement. Donc on a comme ça des éléments. Ce qui est intéressant, c'est que le portail reste une source d'information extrêmement forte et tous les posts qui sont faits sur les réseaux sociaux, pareil, sont vus et partagés à plus de 10 000, à plus de 10 000 fois à chaque fois. L'impact sur la diversification des certifications. Donc, depuis le mois de mars, fin février, on a commencé à intégrer des certifications nouvelles par rapport aux 20 certifications du secteur sanitaire et social qui restaient dans la préfiguration. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la part des nouvelles certifications qui sont rentrées sur le portail représente aujourd'hui 25% des demandes des usagers. Ça veut dire que là encore, on sort du prisme sanitaire et social, qui était très prégnant chez France VAE, mais qui était très prégnant aussi sur la VAE. Et vu la diversité des certifications qui arrivent, on s'aperçoit là encore que les candidats osent des certifications autres que celles du sanitaire et social. Et je trouve que ce n'est pas inintéressant, et on verra dans un an ou dans 6 mois si cette tendance se poursuit, et on verra si ça a bouleversé le top 10 ou le top 15 des certifications demandées. Je vous rassure, éducateurs spécialisés, auxiliaires de vie, auxiliaires puéricultrices, aides-soignantes sont toujours dans le top 3 des certifications aujourd'hui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quelques points aussi, parce qu'on voulait partager ça et c'était important de faire un retour sur ce que pensaient les usagers, c'est-à-dire que nos concitoyens, sur l'état du service public qui a été conçu pour eux. Et donc, on a fait une enquête auprès de 12 000, 13 000 usagers qui avaient fini leur parcours, c'est-à-dire qui avaient déposé leur dossier de preuve, qui étaient en attente de jury. On a eu plus de 3 000 retours sur 13 000 ou 12 000. Vous voyez, c'est quand même un retour très important et qui est très représentatif, grosso modo, des échantillons des candidats. On leur a posé plusieurs questions sur la satisfaction globale de France VAE. Ce n'est pas un indicateur de vanité, hein, c'est de se dire est-ce que ce qu'on a fait, ça correspond bien aux attentes des gens, 84%. Sur le fonctionnement de la plateforme, 85% de satisfaction. Sur les informations qui sont faciles à comprendre, 84%. Sur les étapes de parcours, 85% de satisfaction. Et puis, surprise un peu, où tout le monde était un peu inquiet sur
la qualité de l'accompagnement et la diversité de l'accompagnement et qu'on sortait la logique un accompagnateur spécialisé sur un diplôme, la satisfaction des candidats sur l'accompagnement des accompagnateurs VAE est extrêmement fort puisqu'il est à 87%. Point important, je ne l'ai pas mis là, c'est de qui dépend l'accès à l'information des candidats en amont de parcours. La part des points relais conseils et des CIBC et des acteurs du CEP est de moins de 15%. C'est une chute relativement importante. Les sources principales d'information des candidats, c'est les AAP massivement, et puis la plateforme du service public et les entreprises. Loin, loin derrière, arrivent les acteurs censés faire l'information sur les territoires et sur les régions. Et donc, on a un sujet là d'interrogation qu'on est en train de creuser, hein, et qu'on renverra bien évidemment aux régions et puis aux acteurs concernés. Mais c'est vrai que la partie amont aujourd'hui commence à nous interroger très sincèrement. Et on voit bien que le rôle des AAP, qui n'est pas de faire cette information en amont, hein, qui est vraiment d'accompagner le parcours, quand on a fait les ateliers des accompagnateurs VAE cet été pour recueillir leurs besoins, un des gros points, ce que l'on appelle un irritant, c'est le fait que les candidatures des usagers ne soient pas suffisamment qualifiées et qui faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et rejetaient beaucoup de candidats qui n'avaient pas l'expérience suffisante, l'approche suffisante et la diversité, la qualité de l'expérience suffisante. Et donc, on commence à voir ces sujets sur l'information, l'orientation des candidats, là, il y a quelque chose à réinventer vraisemblablement avec nos partenaires des régions de France, les France Travail, les acteurs du CEP, les entreprises, etc. Globalement, sur les statistiques, les délais sont 2 fois plus courts, hein, pour obtenir la recevabilité. On est passé en moyenne à moins de 2 mois. Si j'enlève l'épiphénomène santé, cohésion sociale, où là on a des délais qui restent assez longs, plus près des 2 mois, près des mois, même si ça a amélioré, la recevabilité est prononcée en enlevant ces 2 certificateurs à 17 jours. Ce qui fait que ça va très très vite. Les taux d'abandon après la recevabilité sont tombés et restent stables aux alentours de 12%. Ce qui veut dire que ma décision de mieux accompagner en amont est validée. Et puis, l'accès avec des points d'accueil d'implémentation, bien évidemment, sont évidemment très appréciés par les candidats. Et enfin, une petite note sur les résultats. Là, on commence à avoir des résultats intéressants de quasiment 10 000 candidats. Le taux d'obtention de la certification est à 90%, certification totale ou partielle, et le partiel représente un peu moins de 15%, ce qui veut dire que le travail de positionnement en amont, la logique de parcours n'a pas déprécié la qualité de la diplomation, au contraire, elle l'a améliorée d'un certain point, avec toujours les mêmes problèmes sur le secteur social, puisque on a des gros taux d'échec, mais qui étaient déjà historiques avant, sur un certain nombre de diplômes de la cohésion sociale, et les certifications partielles sont plutôt importantes dans le secteur sanitaire et social, notamment sur le DAES, où les taux de résultats à l'examen sont relativement faibles parce que le diplôme est compliqué, vu le niveau des candidats, et qu'on a un taux de réussite total d'à peine 50% sur le DAES. Mais en initial, c'est la même chose, et avant la réforme, c'était la même chose. C'est-à-dire que là, ça devrait pousser le certificateur à réfléchir sur les modalités de certification du DAES, qui sont quand même qu'un niveau 3 et les exigences sont quand même très, très importantes. Voilà quelques chiffres que je voulais vous donner et vous partager, et donc vous dire qu'on était plutôt sur la bonne trajectoire. Je vous remercie, Monsieur Gérard. Je vous propose qu'on puisse poursuivre ce webinaire avec l'intervention de Madame Guinaudot du CIBC des Pays de la Loire, qui va nous présenter l'accompagnement d'un candidat avec un architecte accompagnateur de parcours et avec un focus sur le dossier de faisabilité et le dossier de validation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est et bon? oui, Ok, vous allez super. peut-être pouvoir le mettre en Oui, diaporama oui, tout à et fait. puis ce sera super. Très bien. Alors, je me présente rapidement. Donc, effectivement, je suis référente VAE, accompagnatrice VAE, et je rebondis sur ce qu'évoquait Monsieur Gérard. J'ai aussi longtemps eu, pendant près une vingtaine d'années, une mission qui est confiée par la région des Pays de la Loire, qui était donc des personnes ressources VAE et ensuite conseillères experts de VAE.
Et on s'aperçoit qu'effectivement, à l'absence et à l'arrêt de cette mission-là, certains AAP sont quelquefois amenés à travailler sur l'aide au choix de la certification, alors que c'est effectivement pas normalement dans nos attributions. Enfin, voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, certainement qu'il manque une étape là avant de pouvoir rencontrer et de s'inscrire sur la plateforme France VE. Ceci étant dit, donc je vais vous présenter ce qui relève pour moi de plusieurs éléments qui remontent ensuite au premier webinaire, donc l'étape de recevabilité via le dossier de faisabilité, dont on a déjà parlé un petit peu, le dossier de validation et la préparation, l'entretien jury VE. Pour le premier élément, alors là, ça permet de resituer un peu dans quelle procédure tout ça s'inscrit. Évidemment, le dossier de faisabilité, c'est la première étape qui est incontournable et pour laquelle il faut effectivement avoir le feu vert pour pouvoir poursuivre la démarche de VAE. Si c'est le cas, s'ensuit en général, mais je vais y revenir, un dossier de validation à constituer qui est présenté à un jury et pour ensuite avoir une convocation par le jury pour pouvoir défendre, présenter, répondre aux questions du jury. Donc je vais commencer par ce focus sur le dossier de faisabilité avec le rappel de quelques éléments importants. Alors, je pense que c'est important toujours de garder à l'esprit à quoi ça sert ce dossier de faisabilité. Et on est effectivement dans le fait d'aider une commission à définir si la personne peut, à travers son expérience, ses compétences et ses activités, prétendre à la démarche de VE pour telle ou telle certification. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit parce que dans les éléments qu'on va devoir renseigner, il va falloir peut-être illustrer, de quoi approfondir les choses. Alors j'ai pris un exemple, donc ce sont vraiment des extraits hein, d'un dossier. J'ai pas tout, je vais pas trop reprendre parce que c'est pas l'objectif, mais au moins mettre la focale sur ce qui, à mon avis, semble très très important. C'est le fait qu'aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, ce qui est positif, c'est que grâce maintenant à l'évolution de la plateforme, chaque dossier de faisabilité renvoie à une certification. Donc, on a de décliner, par exemple, pour le titre pro de formateur professionnel d'adulte. Si j'ai choisi cet exemple-là parce que je pense que ça parle à tout le monde, on a des blocs de compétences ou des domaines d'activité que vous trouvez sur la gauche. Donc, concevoir, préparer la formation, animer une formation et évaluer les acquis, par exemple, accompagner les apprenants en formation, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Donc, on a bien ces quatre grands champs. Et le rôle de l'AAP, ça va être d'ouvrir en fait chaque domaine, chaque bloc de compétences pour pouvoir faire apparaître les compétences qui sont demandées. Et donc, pour illustrer un peu mes propos, vous voyez que à droite, j'ai repris, donc c'est comme si j'avais cliqué en fait sur ce bloc-là, concevoir et préparer la formation, et on voit apparaître différentes compétences. Alors oui, dans le sens où j'ai fait une capture d'écran, c'est-à-dire que j'étais avec une personne avec qui on a échangé ensemble sur son rôle de formateur, en se disant, est-ce qu'effectivement, dans votre quotidien, et de manière assez récurrente, vous êtes amené ou vous avez été amené à donc élaborer la progression pédagogique, concevoir un scénario pédagogique et concevoir des activités d'apprentissage. Donc là, c'est le rôle de l'AAP d'amener le candidat à s'auto-positionner. Soit c'est oui, soit c'est non, s'il ne l'a jamais fait, soit c'est partiellement s'il estime que c'est abordé, mais pas totalement acquis. Alors là, on part sur le principe qu'on fait confiance, on est sur du déclaratif, et qu'on fait confiance au candidat. Par contre, le rôle important de l'AAP, ça va être d'apporter un commentaire sur le bloc de compétences. Et donc, c'est ce qui apparaît en dessous, que j'ai laissé vierge, mais qui est fondamental. Et dans ce bloc-là, c'est là où on va illustrer, on va essayer d'apporter des précisions pour que la commission qui est chargée d'étudier le dossier puisse faire des liens entre je dirais, le positionnement qui a été porté par le candidat et la réalité de ce qu'il peut préciser. Donc, dans ce cadre-là, de ce champ de commentaires qui est aujourd'hui obligatoire et qui est important, on va par exemple parler de l'activité, parler de la responsabilité, de l'autonomie de la personne, éventuellement rappeler les supports, les outils qu'il peut utiliser. Et ça, on va le faire pour chaque bloc de compétences. On va préciser effectivement des exemples concrets, on va contextualiser l'expérience, et on peut aussi préciser le lieu d'exercice. En fait, on va être sur des éléments, alors souvent ça fait de 10 à 15 lignes par exemple, hein,
on va vraiment détailler et rattacher le positionnement à l'exercice du métier. Donc ça, c'est important et c'est oui, c'est fondamental, je dirais même, dans le fait de personnaliser le dossier de faisabilité. Donc une fois que ce volet-là est complété, on va porter en tant qu'AAP un avis. Donc, alors, on pourrait trouver un avis favorable ou défavorable. Et puis, alors, défavorable, alors, vis-à-vis de ma pratique, ça m'est jamais arrivé. Alors, ça m'est jamais arrivé parce que je pense aussi que si en amont, euh, je, je repère que quelqu'un n'a pas forcément choisi la bonne certification, je pense que c'est aussi ma pratique antérieure qui fait que ça, je peux m'autoriser à le faire. On va changer de certification. Mais voilà, il peut peut-être arriver que quelqu'un, malgré ce que peut dire l'AAP, poursuit et a envie vraiment de déposer son dossier, auquel cas l'AAP peut peut-être prononcer un avis défavorable. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ça peut peut-être arriver, sachant que c'est juste une proposition, c'est juste une préconisation, mais en aucun cas, c'est nous qui décidons, c'est vraiment la commission du certificateur qui va décider de la recevabilité. En tout cas, on peut aussi y associer, et c'est assez fréquent d'ailleurs, des préconisations qui peuvent porter, qui peuvent prendre la forme par exemple de PMSMP. Quelqu'un qui se positionne quelquefois sur certains champs de manière partielle, on peut peut-être lui conseiller d'aller rencontrer d'autres établissements, d'autres structures, d'y passer du temps dans le cadre voilà, d'une PMSMP pour justement observer, agir et pouvoir mieux alimenter en fait son champ de compétences. À partir de là, on va aussi, toujours via la plateforme France VE, hein, joindre quelquefois une copie de diplôme. Alors, c'est plus pour des personnes qui pourraient potentiellement bénéficier de dispenses de bloc. On peut informer le candidat, en l'occurrence, c'est quand même aussi le certificateur qui va décider, mais c'est important de joindre ces documents-là. Bien sûr, la carte d'identité nationale, ça c'est aussi fondamental, une copie. Et puis, avant même d'envoyer le dossier au certificateur, on doit aussi obtenir l'attestation sur l'honneur du candidat, où là, on va dire, il manque juste devant atteste une petite croix à cocher, où il va attester qu'il s'engage à suivre le parcours co-construit désigné ci-dessus. Et puis, alors, il pourrait aussi très bien dire, bah, je ne souhaite plus être accompagné. Ça, il peut le faire. Et s'il souhaite pardon, être accompagné, il peut aussi accepter qu'une copie soit transmise à l'ARP, aussi bien au niveau de la recevabilité que du jury VE. En général, les personnes acceptent ça. Donc, vous voyez, le dossier de faisabilité, même si je n'ai pas tout indiqué, ce qui me semble le plus important, c'est tout ce travail, en fait, qui va être d'amener le candidat à parler déjà un peu de sa pratique, à contextualiser ce qu'il a fait et surtout aussi à se positionner sur chaque compétence qui est proposée dans les blocs de compétences. Alors, dans l'exemple que j'avais pris, titre pro, c'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de compétences, mais pour certains diplômes, on a une liste qui peut être très importante, hein. Je pense à moniteur éducateur ou EduxP, où là, on va avoir un bloc de compétences avec peut-être 15 à 20 compétences qui vont apparaître. Donc, il faut prendre le temps aussi, avec le candidat, de lire, d'essayer de faire des liens avec sa pratique pour pouvoir se positionner en oui, non, partiellement. Donc, voilà un petit peu ce qui me semblait important sur le dossier de faisabilité. Pauline, je continue ou est-ce que vous avez peut-être des questions? Je ne sais pas si ça suscite des questions. Non, vous Bon, pouvez continuer pour bien. l'instant. On fera un petit point question peut-être après ou Ok. plus tard, ouais. Très bien. Donc, on part du principe que le dossier de faisabilité a été accepté, donc qui est recevable. On passe au dossier de validation. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'accompagnateur, on est vraiment sur un appui méthodologique et pédagogique. Donc, l'idée, l'objectif étant d'amener le candidat à structurer ses écrits, à formaliser son expérience, et donc à faire des liens forcément avec le référentiel du diplôme. Ça, c'est fondamental. Et donc, en règle générale, je dis bien en règle générale parce qu'il y a toujours des exceptions, on peut retrouver certains éléments qui sont récurrents. Je dirais quel que soit le dossier. Toutefois, tout de suite, j'y mets des particularités, des spécificités qui relèvent du champ sanitaire et social. Dans le champ sanitaire, par exemple, ben, je pense que peut-être que M. D'Oliveira va y revenir, mais on parlait d'aides-soignants précédemment. C'est vrai que le dossier de validation
pour ce diplôme-là comme pour auxiliaire périculture, il est très formaté. Il est en même temps très clair, il y a des questions très précises qui sont posées. Et donc, on sort de ce cadre-là. On ne peut pas constituer son dossier en voulant faire preuve d'originalité ou d'imagination. Non, on doit respecter la structure du dossier. Mais et puis aussi, il y a les titres pro, peut-être que Mme Saulnier va y revenir aussi, où là, on est aussi sur un dossier bien spécifique, qu'on appelle souvent dossier professionnel. On peut retrouver des éléments dont je parle ici, mais c'est présenté aussi de manière un petit peu différente. Je dirais, hormis ça, on va retrouver un peu une progression et un plan qui pourrait s'apparenter à ça. C'est-à-dire que premier temps, c'est de dire, je fais une lettre pour exprimer en fait mes motivations. Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette démarche de VAE? La personne va reprendre son parcours scolaire, ses formations, y compris formation continue et professionnelle. C'est un moyen, on commence toujours par là pour resituer un peu le contexte et permettre certainement au jury de balayer l'ensemble de l'expérience. Ensuite, on demande à la personne de présenter la structure dans laquelle elle travaille. C'est important, le contexte. La structure, donc là, c'est tous les éléments d'info qu'elle peut joindre sur, je sais pas, sur le règlement. Enfin, bon, c'est des choses, date de la création de la structure, les objectifs. Hein, c'est vraiment permettre de comprendre dans quel environnement elle évolue. Alors, si elle veut faire référence à plusieurs expériences, elle aura aussi plusieurs fiches à faire relevant de chaque structure. Donc là, voilà, ça c'est de l'information à recueillir. Hein. Ensuite, l'accent est mis sur son emploi. Quel est son emploi? Quelles sont ses missions? Les responsabilités qui lui sont confiées et les activités qu'elle mène. Donc là, dans cette notion-là de mission de responsabilité, on peut faire aussi un lien avec les partenaires, avec les collègues, en joignant par exemple un organigramme. On est vraiment dans là aussi, hein, le fait de permettre au jury d'avoir une lecture assez claire des tâches, des missions et des activités que les personnes mènent. C'est vraiment important de pouvoir les décliner. Donc souvent, les personnes s'appuient sur leur fiche de poste, qu'il y en a, mais on voit bien quelquefois que certaines personnes vont au-delà de leur fiche de poste, donc il est important de parler véritablement des missions réalisées. Donc une fois que c'est fait, c'est là où c'est des fois un peu plus délicat, mais l'importance de l'accompagnement va porter sur le fait d'amener le candidat à faire un choix sur les activités qu'il souhaite décliner. En règle générale, on peut être sur 4-5 grandes activités à décliner et qui vont servir d'appui pour l'ensemble du référentiel. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas forcément assez évoqué, mais le livre de chevet pour la personne, le candidat, ça va être vraiment le référentiel. Et donc là, en termes d'activité, c'est de se dire, est-ce que je pourrais parler d'une situation ou d'un projet que j'ai eu à mener ou d'une mission que j'ai réalisée et qui me permettent vraiment de répondre à la plupart des blocs de compétences, ou en tout cas qui peuvent faire état des compétences qui sont demandées dans chaque bloc de compétences. Donc ça, c'est un travail d'accompagnement sur le fait d'amener aussi le candidat à expliciter, à aller creuser un peu l'information, analyser son travail pour l'amener à faire un choix. Donc là, on est vraiment dans le descriptif de l'activité, dans le but de faire apparaître, de faire émerger les compétences que la personne mobilise dans le cadre de ses activités et dans la plupart des cas aussi, il y a une notion d'expérience et d'analyse de l'expérience surtout. Alors cette démarche réflexive, elle existe à tout niveau, mais c'est vrai que plus on monte dans les niveaux de qualification, niveau 5 et niveau 6, plus ça va être important de se dire quel regard je porte sur ma pratique, comment je peux l'analyser, comment je peux éventuellement l'améliorer. On est bien dans une démarche d'amélioration continue avec aussi le fait que pour le jury, on se rend compte que le candidat a réalisé telle ou telle mission, il l'a fait comme ça, mais si demain c'était à refaire, peut-être qu'il agirait un peu différemment avec cette fameuse analyse qui lui permette voilà, d'évoluer différemment. Donc ça, c'est aussi important. Et c'est vrai que quand on est sur des niveaux 6, alors 5, 6, 7, hein, ça c'est fondamental. Et ce qui vient aussi se greffer quand on est sur des niveaux 6 ou 7, on est aussi sur une notion conceptuelle. On est aussi sur l'approche conceptuelle où il faut en même temps partir de l'expérience, partir de ce qu'on fait, de ses missions,
tout en y intégrant des notions et un peu de théorie. Donc ça suppose aussi pour le candidat d'aller vraiment chercher l'information et d'aller se documenter. Voilà. Et puis en annexe, on va y joindre tout support qui peuvent qui peut permettre en tout cas au jury de mieux appréhender ce qu'a pu écrire le candidat dans son dossier. Et donc là, concrètement, là aussi, ce sont des extraits d'un dossier de validation pour quelqu'un, par exemple, qui a souhaité passer le CAP accompagnant éducatif petite enfance, qu'on appelle AEPE, où là, on a donc trois tâches principales qui sont déclinées: accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages, avec des compétences attendues aussi, enfin, des activités plus spécifiques attendues, mise en œuvre de conditions favorables, mise en œuvre d'activités d'éveil. Le deuxième point, prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne, où là sont attendus la réalisation des soins et aussi l'application des protocoles. Si j'évoque ça, c'est que par la suite, j'ai extrait aussi un commentaire qui est apporté par le candidat. Où là, on va, pour le premier, vous voyez, en fait, on va pas tout lire parce que c'est pas l'objectif, mais c'était aussi pour que vous puissiez identifier la manière dont ça peut être présenté. Ce qui est important et ce qui est fondamental, c'est que la personne doit utiliser le je, puisque c'est elle qui s'exprime et c'est elle qui a agi et qui a mobilisé les compétences, ça c'est important. Et puis de parler au présent, souvent ça donne aussi une dynamique. Et ensuite, ça va être de décliner et d'être vraiment dans le détail. Il ne s'agit pas de se dire, je résume ce que je fais. Non, c'est bien d'amener aussi le candidat à pouvoir se poser des questions sur comment j'agis, pourquoi j'agis comme ça, avec qui je suis en relation, à quel sujet. Enfin voilà, on est vraiment dans, en tant qu'AP, dans ce rôle-là, hein, de questionner, d'amener la personne à décrire son expérience et son activité. Donc voilà, c'est un exemple que je souhaitais vous donner, mais où la personne, elle va partir là d'une peinture libre, mais vous voyez, elle déjà, elle a pris conscience en fait des objectifs qu'elle s'est fixés, avec aussi une notion de temporalité. Avant la tâche, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant, qu'est-ce qui s'est passé? Et après. Donc je parlais de l'analyse, ça rentre aussi dans ce cadre-là. Là, on est sur un CAP, mais déjà, on voit bien que par rapport à ce qui s'est produit, je peux en dégager une conclusion et peut-être aussi, si c'est à refaire, des changements. Donc ça, c'était pour l'activité numéro un que je souhaitais voilà, un petit peu présenter. Sur la 2, par exemple, prendre soin et accompagner l'enfant, eh bien, le candidat peut aussi y associer des éléments qui renvoient à sa formation qu'il a pu avoir, par exemple, en amont de son agrément, où là, ça a été pour elle important parce qu'elle a appris, elle a appris voilà, des connaissances qui lui restent et dont elle veut parler. En l'occurrence, là, elle a souhaité parler de la pyramide de Maslow. Donc, elle va, parce que pour elle, c'était important de dire, en tant qu'assistante maternelle, on est aussi là pour permettre les éléments fondamentaux pour toute personne, c'est-à-dire manger, boire, dormir, etc. Et donc, elle va décliner ensuite, par exemple, des éléments sur les soins d'hygiène. Et là, elle va aussi parler du je, vous voyez, et elle va extraire de sa pratique certains exemples. Donc, ça veut dire aussi, c'est d'amener le candidat à vraiment réfléchir dans son parcours, dans son expérience, aux situations qui sont significatives et qui vont pouvoir répondre un petit peu aux attendus du référentiel. Donc il peut y avoir quelquefois plusieurs illustrations de données, hein, parce que une seule, c'est toujours un petit peu délicat de se dire est-ce que c'est pas un peu réducteur, mais ça peut être en tout cas important de nommer, alors bien sûr c'est anonymé, mais et puis de dire comment je procède, comment voilà le matériel, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Alors, vous, bien sûr, hein, ce sont des extraits, donc il n'y a pas tout, mais c'était pour vous montrer la forme que ça pouvait prendre avec le fait, bien sûr, de structurer ses écrits, et c'est aussi le rôle de l'accompagnateur que de prévoir ça et de construire avec la personne un plan au niveau de son dossier. Voilà. Est-ce que sur ce volet-là, je continue aussi, Pauline? S'il n'y a pas d'autres questions pour Il n'y a pas l'instant? de questions pour le Bon, moment. Vous super. pouvez continuer. Très Merci. bien. On arrive, donc une fois que le dossier a été déposé, toujours sur France VE, donc ça c'est vrai que c'est intéressant et c'est confortable aujourd'hui, on ne sort pas de cette plateforme-là et tout se passe via France VE. Il est important de toute façon, voire essentiel, de préparer l'entretien jury VE. L'objectif étant de permettre aussi à la personne de travailler sur la communication, comment je me présente, quelle est ma posture face à ce jury-là, quels sont les enjeux de cet entretien, comment je peux argumenter, comment je dois aussi
bien relire mon dossier et en prendre enfin, et prendre conscience de tous les éléments dont je parle pour pouvoir après rebondir sur ce que le jury va dire. Voilà, donc on est bien sur un temps important où on va y intégrer des notions, mais aussi des mises en situation et bien sûr des débriefings. Donc c'est vraiment préparer le jury pour que le jour J, il soit en mesure de faire face à ce jury. C'est jamais facile, hein, c'est pas, c'est voilà, ça se prépare, quoi, c'est ça. On prépare sa présentation, on prépare aussi ce qu'on va dire et comment on va réagir. On part du principe que quelques mois après, alors tout dépend là, des certificateurs, ça a déjà été dit, donc passage jury, et à l'issue de ça, donc il y a une délibération et on peut être amené quelquefois, si la VE est partielle, à proposer bien sûr un entretien post-jury VE, ça c'est très important pour se dire voilà ce qui s'est passé. Quel regard, quelles impressions ça vous laisse tout ça? Quels sont les points forts, les points de vigilance, comment vous avez ressenti ça, voilà, quelles ont été les réponses et les résultats, pour avec la personne essayer de proposer et de préconiser, je dirais, une action qui va lui permettre de combler ses manques. On est bien dans le fait d'aller au bout, quoi. C'est vrai que ce serait quand même dommage de s'arrêter après une VE partielle, sachant que souvent, alors je dis pas systématiquement, mais souvent, le moyen d'action, ça reste celui de la formation. C'est-à-dire que ça serait plutôt de dire, peut-être que ce serait pertinent pour vous de vous inscrire en formation sur les modules qui vous ont manqué parce que peut-être que le jury, là, n'a pas pu identifier les connaissances que vous aviez et qui sont aussi fondamentales. C'est vrai que la VE, la clé d'entrée, c'est bien l'expérience et les compétences, mais ça nécessite aussi des connaissances et des savoirs. Et pour certains métiers, ça reste encore très, très important. Donc voilà un petit peu je dirais l'importance aussi de préparer le candidat au jury VE qui c'est pratiquement aujourd'hui maintenant systématique, hein. Pendant une période, il y avait, il me semble, le ministère de la Jeunesse et Sport qui ne proposait pas systématiquement un entretien. Maintenant, c'est le cas. Donc, c'est une étape qui est incontournable, hein, et qui peut aussi permettre au jury d'identifier des compétences qui n'apparaissaient pas forcément dans le dossier parce que oubliées ou imprécises. Et ça peut peut-être amener le jury à réviser un peu son appréciation sur les compétences du candidat. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit. Merci, Madame Guinaud. Je vois l'heure tourner. Je sais qu'il y a quelques questions. On pourra revenir après. Je vais donner la parole à Monsieur De Oliveira pour évoquer, pour témoigner de l'expérience de certificateur. Bonjour, j'espère. Alors, je vais le mettre en grand écran. Vous avez le partage. C'est bon? Ouais, vous pouvez. Bon. Oui, voilà, super. Merci beaucoup, Monsieur De Alors, Oliveira. on va être rapide et cursif, étant donné que tout a été dit précédemment par les intervenants. Donc, bon, déjà, je vais me présenter. Donc, Monsieur de Oliveira, chef de service à la certification de la formation professionnelle pour les métiers du sanitaire et du social à l'adresse. Euh, alors, l'AVE. On reprendra un peu les termes du responsable de France VE, simplifier l'accès, moderniser le dispositif et sécuriser les parcours. Alors c'est vrai que c'était un peu les orientations qui étaient mises en avant dans le cadre de la mise en place de France VE. Et je rebondis sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'on est dans une logique aussi de simplification et d'accompagnement sur une certification, une modalité de certification qui peut et qui est compliquée. Et je pense qu'il y a plus de facilité à obtenir son DEAS en faisant de la certification initiale qu'en faisant de la VE. C'est difficile, et c'est difficile parce qu'on a aussi des publics qui peuvent être un peu à distance d'un cheminement qui est un dossier administratif, qui est un écrit, qui est un oral. Voilà, je milite pour la VAE parce que c'est aussi un mode d'accompagnement des parcours individualisés. Et à ce titre, certes, c'est une démarche personnelle de s'inscrire en VAE. Et je milite aussi pour que les employeurs pensent à valoriser la VAE comme étant un outil d'accompagnement de leurs collaborateurs
et j'ai plaisir à voir aussi le développement et l'accompagnement et la mise en avant de la VAE collective. Parce que si demain, dans le cadre, quels que soient les métiers, hein, parce que je viens d'un métier un peu particulier qui est la banque avant, quels que soient les métiers, dès lors qu'on fait de la VAE en collectif, on a aussi un appui par groupe qui est quand même motivant dans un chemin qui peut être long et difficile. Donc voilà en quelques mots par rapport à ma position et à bon, comment je vois un peu la VAE. Pour ce qui est du dispositif, et je vais reprendre rapidement les éléments. Alors un investissement personnel qui est fort, vous comprendrez que je suis attaché sur ce point-là, ce qu'on l'est à l'esprit, parce que dans les métiers dont j'ai la chance de valider les certifications, les métiers du social et du sanitaire, on a beaucoup, et on l'a dit, hein, de VE sur AS, AP, AES, sur des métiers en tension, sur des métiers difficiles. On a des personnes qui font ce travail aujourd'hui ou qui font office de et qui souhaitent valoriser leur parcours. Des gens qui peuvent être éloignés des bancs de l'école et qu'on doit absolument accompagner. Il ne faudrait pas que la VE, in fine, soit, parce qu'elle est validée partiellement, soit ressenti comme un échec ou soit ressenti comme le fait qu'ils n'ont pas les valeurs ou la qualité de travail. Et souvent, quand je faisais les retours vers certains candidats, quand je faisais les retours par rapport aux validations partielles et les commentaires, je sentais dans les échanges que je pouvais avoir avec les candidats qu'ils faisaient un amalgame un peu délicat entre leur vie professionnelle et le passage à la VE. Et ils ont du mal à comprendre que quelque part, la non-validation ou la validation partielle de la VE, ce n'est pas remettre en cause la qualité de leur travail de tous les jours, bien au contraire. Et il faut réussir à leur faire comprendre ça et à ce qu'ils aient bien à l'esprit que c'est un chemin qui est relativement ardu, mais qu'ils ont toutes les capacités, les qualités à le réussir dès lors qu'ils sont aussi accompagnés. Donc, je suis très heureux de voir qu'il y a des architectes, très heureux qu'on mette l'accent aussi sur l'accompagnement et je répète aussi sur les employeurs, qui me semble être aussi un maillon important dans l'accompagnement qui peut être celui de ces populations un peu en fragilité. Donc on a bien on va dire, ce focus, un livret de faisabilité, livret de présentation qui a été au livret 2, hein, et le passage au jury. Je me suis permis de mettre les délais moyens d'attente du livret 2 en France, c'est 96 jours avant de passer en jury. 96 jours, donc grosso modo 3 mois. Vous verrez qu'en Pays de la Loire, on est à 64 jours actuellement, 38 au mois de mai, 18 au mois de mars. Alors c'est tout à fait logique. C'est que je suis désolé, mais de la VE, je ne vais pas en faire au mois de juin, juillet, août et septembre, parce que pour faire la VE, il faut que je puisse avoir des formateurs, il faut que je puisse avoir des professionnels. Accessoirement, on a les certifications initiales qui tombent en mai, en juin, juillet. Donc c'est vrai qu'on a un délai qui progresse. Je peux vous rassurer pour ceux qui ont des candidats ou pour des collaborateurs qui ont déposé, ben, on va faire une dizaine, douzaine de journées de VAE d'ici la fin de l'année et on va faire en sorte, parce que l'objectif de mon équipe et de mes collaborateurs et de la DRETS, c'est de faire en sorte que les gens qui déposent un livret soient dans cette capacité de pouvoir accéder rapidement à un oral pour pouvoir échanger de professionnel à professionnel avec les membres du jury. Donc voilà. Grosso modo, donc, je vais revenir aussi sur le livret de, bon, le livret de faisabilité, c'est un document administratif. On essaie de le valider au plus vite avec l'aide de l'ASP de Limoges qui les gère. Sur le livret 2, euh, moi j'ai tendance à dire que c'est l'outil qui doit les aider, les candidats, à porter leur VE. Ça ne doit pas aider le jury à poser des questions, ça doit aider le candidat à valoriser son parcours professionnel, à valoriser ses qualités, à valoriser ce qu'il a pu mettre en œuvre et quelque part à montrer au jury que les différentes compétences professionnelles peuvent être atteintes ou ont été atteintes et permettre au jury de faire un échange. Donc il faut absolument que ce livret 2, ça soit la production, alors elle peut être aidée, c'est une évidence, que ça soit la production du candidat, il faut que, pour moi, que les termes lui ressemblent, il faut qu'il ait
une connaissance entière et parfaite de ce qui est écrit dedans, parce que de temps en temps, on a sur des livrets de et surtout sur ASCAP, où il y a une coloration aussi de connaissances, de théories sur des problématiques de santé, quand on emploie des termes un peu hospitaliers et qu'on n'est pas capable de les définir, de les expliquer, ben, ça a tendance à agacer les membres du jury. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que de temps en temps, il y en a certains qui se mettent en difficulté par rapport à ça. C'est pour ça que pour moi, le livret de présentation, il doit être connu, appréhendé totalement par le candidat et il doit se dire, je vais employer un terme un peu guerrier, mais c'est l'arme avec laquelle je vais me battre avec le jury pour lui montrer que j'ai toutes les qualités, toutes les compétences pour l'obtenir. Donc, quand on utilise une arme, il faut avoir, si on met des cartouches dedans, il faut pouvoir identifier toutes ces cartouches, savoir comment ça fonctionne et avoir cette complétude et cette connaissance complète des éléments que l'on met en avant. Et de temps en temps, on voit certains livrets qui sont très, très bons, excellents, et des candidats, on se pose la question s'ils l'ont écrit. Et inversement, on voit des livrets d'eux et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et à l'oral, ils se font questionner et on voit des personnes qui ont cette capacité à expliquer, à donner du sens, à rebondir, à avoir cette démarche professionnelle et on valide. On voit de tout. C'est pour ça que le livret 2, il n'est pas noté. De temps en temps, il y a des gens qui me disent, ben, j'ai fait un bon livret 2. Ben oui, vous avez fait un bon livret 2, mais il n'y a pas de note, il n'y a pas d'appréciation. C'est un outil de communication. Ce qui importe, c'est que le passage de communication entre le candidat et les membres du jury puisse permettre aux membres du jury de se dire, in fine, cette personne, sur ce bloc-là, ouais, là, elle a rebondi. Elle nous a expliqué, nous a mis en avant des exemples. Sur des questions, elle a su rebondir, elle a su, et la collègue qui est passée avant, prendre la responsabilité de réfléchir à la situation, de se dire, ben, je le ferai peut-être différemment, je le ferai comme ça. Donc, avoir cet esprit professionnel. On est sur une validation de l'expérience, donc pour moi, on est sur du questionnement de professionnel à professionnel. Alors certes, bien sûr, il peut y avoir des questions à dire avec une coloration de connaissances. Si je prends le cas, on en parle souvent ASAP sur ce fameux bloc 2, qui fait souffrir, qui fait souffrir. C'est normal que l'on pose des questions en termes de connaissances. C'est essentiel que l'on pose des questions par rapport à cela. Moi, ce que j'invite, et à chaque VE, quand je démarre la VE auprès des membres du jury, c'est de ne pas poser des questions d'une manière scolaire. Il faut poser les questions d'une manière professionnelle. Il faut mettre en avant des situations, poser des questions sur, face à cette situation, face à ces éléments, comment vous interprétez la situation, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que ça vous engage à faire. Mais quelque part, on est sur un bloc, le fameux bloc 2, hein, sur ces diplômes en particulier, qui pose problème parce qu'on a beaucoup de VE de personnes qui viennent des EHPAD, qui sont faisant office d'eux, mais le diplôme leur permet l'accessibilité aux urgences à l'hôpital, où on a aussi des aides-soignants. Donc c'est vrai qu'on a un seul diplôme pour potentiellement deux environnements qui sont semblables, mais où les différences sont quand même substantielles sur ce fameux bloc 2. Et là-dessus, nos aides-soignants, nos professionnels et nos formateurs sont assez attentifs sur ce sujet-là. Et je rebondis sur ce que disait Madame Guinaudot. De temps en temps, c'est vrai que le passage par un IFAS ou par un institut de formation sur ces blocs est une réelle opportunité de positionner la connaissance et d'accumuler une certaine expérience par rapport au stage. Donc ce livret 2, il est essentiel. Pour moi, il est essentiel qu'il soit à la main du candidat, que le candidat ait bien connaissance, que pour lui, ça doit être l'argumentaire qu'il doit porter. Puis après, il y a toute la... Je suis désolé, mais bon, on est sur un oral, donc on a des gens qui sont plus ou moins, c'est-à-dire qui ont des qualités plus ou moins fortes en termes de communication, et ben, ça ne dérange pas certains membres du jury que lorsqu'on ne sait pas expliquer, on fait des gestes, on explique comment on fait, quand on bouge un patient sur un lit, ainsi de suite, sur quoi. Donc, on a des professionnels qui viennent au VE, donc des formateurs, des professionnels en activité,
qui sont très attentifs au niveau attendu par rapport au diplôme qui va être distribué, pas distribué, qui va être validé, parce qu'on ne distribue rien. On valide des diplômes, on certifie des diplômes, et donc par rapport aux compétences attendues. Donc là-dessus, voilà le focus que je voulais faire par rapport à ce cheminement. Ensuite, le dispositif de l'AVE, elle nécessite des professionnels pour assurer les jurys de certification. Il nous faut aussi pouvoir les accompagner, les former. Il faut aussi qu'on soit attentif, hein. C'est pour ça qu'à chaque VE, on fait une réunion au départ et je fais une réunion, je suis présent à chaque ouverture de VE, à chaque fin de VE de journée pour faire passer les messages. On n'est pas là pour donner des bons points, on est là pour dire qu'un parcours qui nous a été présenté par le candidat, que le candidat, selon ses réactions, selon ce qu'il a pu nous montrer, valide ou non les blocs. Et qu'on est bien en bloc de compétences et qu'on n'est pas sur un global en disant je donne tout, je donne rien, non. On fait des validations par bloc parce que l'AVE permet de valider par bloc et la certification initiale permet de compléter. Et inversement. On peut très bien avoir quelqu'un qui peut aller chercher la fin de sa certification initiale par le biais d'une VE. Je n'ai pas de problème sur ce sujet. Ça nécessite un investissement fort aussi de la part des formateurs et des professionnels qui sont dans le cadre de ces jurys, parce que ce que j'attends, c'est de promouvoir un retour plus constructif vers les candidats. Alors bien évidemment, quand le candidat a fini sa prestation, les jurys ne vont pas lui dire c'est bon, c'est pas bon, c'est bon là, et ainsi de suite. Même si au fond de moi, j'aimerais bien que ça soit le cas, parce que j'aimerais bien que quelque part, il puisse y avoir cet échange, et surtout que le candidat puisse partir avec des éléments factuels. Hélas, on se doit bien de fermer la session, d'échanger entre les professionnels, de valider les blocs. Ce que je demande aux différents membres du jury, c'est que on a la grille d'évaluation où ils marquent si c'est validé, pas validé, partiellement, et mettent un peu les éléments qui ont permis, qui les ont accompagnés à ne pas valider les blocs, certains blocs. Et de l'autre côté de la feuille, on leur demande d'écrire ce qu'on appelle des recommandations, des préconisations. Et je leur demande d'écrire comme s'ils écrivaient à la personne. Déjà de commencer par la moindre des choses, si on veut avoir l'attention d'un candidat qui vient de passer, il faut le mettre en avant les points positifs qui ont été les siens. On peut s'apercevoir que les valeurs que la personne porte ou l'investissement qui a été le sien ou la difficulté de communication, mais le fait qu'elle ait dépassé sa crainte, donc valoriser ce travail qui a été fait pour après en arriver sur voilà les points qu'on vous invite à aller travailler pour pouvoir, comment dirais-je, asseoir lors de la prochaine session une validation. Et pourquoi pas, et ça arrive de temps en temps, quand on trouve que le candidat est un peu trop éloigné, de l'inviter à se rapprocher d'un IFAS ou un IFAP ou d'un établissement de formation pour envisager un accompagnement. Parce qu'on trouve que la personne, peut-être par le biais de son activité, n'a pas l'opportunité de pouvoir aller chercher ce complément d'expérience et d'échange avec ses pairs ou avec des personnes qui pourraient l'accompagner. Donc ça, c'est un travail que l'on met en place depuis un peu plus d'un an. J'essaie de valoriser sur le sujet. Ces recommandations, on les envoie aux candidats dès lors qu'ils nous font la demande sur des marches simplifiées. Donc on leur explique tout sur des marches simplifiées, mais on ne leur envoie qu'un mois après. Alors pourquoi un mois? Parce que quand je faisais un peu cette démarche auprès des candidats, je me suis aperçu que si je les appelais trop tôt, ils étaient encore dans la tristesse du résultat qui n'était pas bon et potentiellement dans l'incapacité d'entendre ce qui était écrit quand je leur lisais. Et au bout d'un mois, souvent les personnes ont eu le temps de prendre du recul et d'analyser et de pouvoir là être en écoute et à la lecture des commentaires des membres du jury. Donc voilà pourquoi on prend un peu plus de temps. Et puis quelque part, je me dis qu'il faut aussi que ça mûrisse, hein, que ça mature. Parce que de temps en temps, j'ai vu aussi des candidats qui, le vendredi soir, apprenaient qu'ils avaient un échec partiel sur la VE et une heure après, j'avais le dépôt du livret 2, ce qui était exceptionnel. Donc, ils ne prenaient pas le temps de la réflexion pour retravailler. Et à titre personnel, je l'ai dit au niveau national, moi, je militerais pour qu'il y ait un temps d'attente entre
le passage d'une VE et la VE suivante. Parce qu'il me semble nécessaire que les gens puissent retravailler, repenser, se repositionner et que ça nécessite un minimum de temps. Donc voilà un peu pour les commentaires que je voulais faire par rapport les membres du jury. Alors le jury, comment? Alors la VE, c'est grosso modo c'est 1 heure, c'est 45 minutes de passage. Alors vous me direz que lorsqu'on a 5 blocs à passer ou un bloc à passer, ben c'est pas pareil. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire des VE, on va dire, personnalisés en fonction du nombre de blocs à passer. Donc c'est 1 heure de passage avec 45 minutes d'investissement, ou du moins où les jurys vont questionner le candidat. Les jurys qui, il y a encore un an, étaient composés de je voulais 3 membres de jury, un formateur, une personne en activité. Et puis, j'appréciais beaucoup de mettre en place aussi d'avoir un employeur ou un cadre, si on prend dans le cadre d'un EHPAD, quelqu'un qui gère aussi des AS, hein, par exemple, tout simplement pour avoir la vue conjointe du formateur, la personne en activité, de la personne qui gère. Ça me permettait aussi de valoriser la VAE auprès des employeurs. Force est de constater que le texte de loi a changé, qui nous impose aujourd'hui ou nous encourage à être que sur 2 membres de jury. Donc, on privilégie les formateurs et les personnes en activité. Pour autant, quand on a des cadres de santé ou ainsi de suite qui ont la connaissance du métier, c'est vrai que ça nous intéresse aussi, et par pénurie aussi, hein, parce qu'il faut bien remplir nos... Quand je dis remplir, si on veut pouvoir répondre en termes de timing, il faut qu'on ait les ressources humaines pour pouvoir répondre à ces contraintes. Donc, pour ceux qui... Alors, je vous ai pris un exemple de bloc, un bloc de compétences, et 5 blocs de compétences avec les 11 compétences professionnelles pour être soignant. On est bien sur des validations par bloc. Donc, j'invite les jurys à vraiment, quand je dis saucissonner, essayer d'être le plus factuel, de commencer par un bloc au fur et à mesure pour pouvoir valider ou ne pas valider les différents blocs qui ont été présentés. La V1, un parcours pouvant être long, alors oui, long dans le sens où il peut y avoir des difficultés lors de la préparation du dossier administratif, la rédaction, la compréhension des attentes de la VE. C'est pas simple pour des gens qui peuvent être éloignés, comme je vous disais, d'une certaine scolarité, qui peuvent avoir des niveaux faibles en termes de formation et qui peuvent s'imaginer des choses par rapport à la VE. Donc c'est vrai que c'est un sujet et que la place ben, de l'architecte, elle est pour moi essentielle dans cet accompagnement, dans l'explication, dans l'accompagnement vis-à-vis du candidat pour qu'il comprenne bien quel est le chemin qu'il va parcourir et tout le chemin qu'il aura à faire au fur et à mesure. Des difficultés lors du jury, je vous parlais de la prise de parole, porter aussi l'argumentation et valoriser l'expérience. On a aussi des publics qui ont une capacité folle à se sous-estimer. C'est colossal. En se disant, ce que je fais, c'est pas si c'est important. Mais comment je le valorise? Comment je le mets en avant? Quels sont les mots que je peux employer? Comment je peux mettre en avant, comment dirais-je, mon expérience, mon vécu? Comment moi-même je peux être conscient de ce parcours qui est le mien, qui a plein de plus-value à apporter, et que j'ai beaucoup de choses à apporter. Parallèlement, on a aussi des personnes qui ont une posture à adapter sa posture, c'est-à-dire, c'est pas parce que je suis une bonne faisant office de que forcément j'aurai la validation. Et de temps en temps, on peut avoir des personnes qui ont un caractère fort aussi, marqué, qui sont confrontées à des jurys qui peuvent aussi avoir un caractère fort et marqué, et avec, bon, on est dans de l'humain, hein, tout simplement, tout simplement. Il faut l'avoir à l'esprit. Et ensuite, la difficulté pour finaliser le parcours de certification. Je vous l'avais déjà expliqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué, la remise en cause du projet professionnel. Ne pas faire le distinguo entre cette certification, cette modalité de certification, et se dire, ben voilà, si je ne l'ai pas eu, c'est que je ne suis pas une bonne professionnelle, c'est que je ne fais pas bien mon travail. Ne pas oublier que la personne qui juge son travail, c'est son employeur, c'est son responsable. Et si elle est bien notée, ben, c'est qu'elle fait du bon travail. Dévalorisation suite à une validation partielle. Euh, Quand on prend le cas d'un diplôme comme AS et qu'on en valide 4 sur 5, ben, je n'appelle pas ça un échec.
Il faut le dire crûment, mais c'est comme une réussite. Alors certes, il reste encore un palier à les franchir, un palier à les franchir. Et toute la question, c'est qu'est-ce qui peut être mis en place après pour franchir ce palier? Qu'est-ce qui peut être mis en place dans le cadre de l'environnement professionnel, dans le cadre de la formation continue, dans le cadre de stages, dans le cadre de liens avec d'autres employeurs et ainsi de suite. Et ensuite, il y a la compréhension de la décision, parce qu'on a certaines personnes qui, peut-être que nos jurys de temps en temps sont trop bienveillants et trop gentils dans leur façon de s'exprimer, pour certains, et qui peuvent laisser imaginer que ça se passe bien, et que de temps en temps, ben, le résultat n'est pas... Alors, moi, je leur demande d'être bienveillants, hein, bien sûr, d'être tout à fait courtois, bienveillants. On est très attentif à l'accueil que l'on fait de ces candidats, c'est-à-dire que j'ai toujours un collaborateur qui accueille l'intégralité des candidats. On leur donne les explications sur l'aspect administratif. On essaye de faire en sorte que les gens qui viennent de loin ne soient pas convoqués à 9 heures du matin, mais un peu plus tard. On fait en sorte de faire au mieux pour que les conditions d'accueil soient bien, soient bonnes, que les gens soient un peu rassurés, qu'ils puissent souffler pour qu'ils soient dans de meilleures conditions pour aller aborder le jury. Donc les conditions pour les jurys, on essaie qu'elles soient aussi de belle qualité en termes d'accueil, parce que si nos jurys sont bien accueillis par mes services, ils seront peut-être aussi plus soucieux d'un accueil plus serein aussi auprès des candidats. Donc on fait un Monsieur gros De travail. Oliveira, excusez-moi, je vois l'heure tourner. Oui, Il est 15h26. alors je vais finir bientôt. Bon, d'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Ensuite, alors les chiffres, hein, comme on aime bien les chiffres. Ça, c'est des chiffres que vous pouvez trouver sur le site de l'adresse, sur les validations totales, partielles et aucune validation AS, AP, AES, JE et CAFER UIS. Donc, oui, oui, il y a une certitude, c'est que les validations des VE, les VE du sanitaire, AS et AP, ont un taux de réussite bien plus faible que les validations des VAE du social. Bon, ça vient parce qu'on a quand même ASCAP avec ces deux fameux blocs de compétences bloc 2 qui viennent alourdir la totalité des VAE qui sont partiels dans ces thématiques ASCAP. 100% ont chuté sur le bloc 2. Donc, moi, je me pose la question, c'est comment on fait demain pour aller chercher ces gens qui ont chuté sur ce bloc 2 et quels sont les outils que l'on peut mettre en place, quels sont les accompagnements collectifs qui pourraient être mis en place pour aller valider, accompagner ces candidats et valoriser un parcours professionnel. Plus que deux slides, si je ne me trompe pas. Là, vous avez d'autres chiffres, donc vous les aurez. Juste un slide qui me semble important, c'est le nombre de sessions. 2023, 11 sessions de VAE. 2024, on en a fait 27. Et là, en 2025, on devrait être à 34 sessions de VAE. Donc oui, oui, je ne communique pas sur les dates des VAE. Que personne me demande quand est-ce que vous allez faire une VAE, je ne dirai pas quand est-ce que je vais faire une VAE. Par contre, je mets tout en œuvre pour qu'on soit dans un délai raisonnable pour que les candidats puissent passer dans de bonnes conditions. Alors pourquoi je ne les donne pas? Tout simplement parce que je n'ai pas de salle, il faut que je réserve des salles, j'ai des contraintes de salle, j'ai des contraintes de pas de candidats, mais de jury. Puis accessoirement, on a aussi pas mal de certifications initiales. Par contre, vous voyez bien qu'on passe de 2023, quand je suis arrivé à aujourd'hui, à x3. Alors certes, on passe de 44 candidats par session à 20. Donc ça veut dire que quelque part, on essaye d'être au plus proche du timing des candidats. Donc voilà, je crois. Alors, c'est le dernier, promis, dernier slide. Là, les taux de réussite, hein, je vous ai mis la certification initiale, hein, 91% en certification initiale, la VE, 48%. Et vous voyez le décrochage entre le paramédical et le social. Pour moi, ce n'est pas un décrochage, ça s'explique parce qu'il y a des attendus spécifiques sur ces blocs de compétences. La VE, c'est 10% de la certification. Euh, donc, c'est quelque chose qui augmente un peu au fur et à mesure, qui prend beaucoup comment dirais-je, de temps, mais qui, pour nous, à la DRETS, nous semble essentiel parce que c'est accompagner les différents candidats dans leur parcours de formation
et dans la valorisation des parcours de formation sur des publics qui sont souvent aussi en situation de fragilité. Donc voilà, je ne vais pas être plus Merci, court. Monsieur De Oliveira. Je vous laisse départager votre écran. Voilà. Merci beaucoup. Hop. Alors. Alors, je sais qu'il reste, il est déjà 15h30, mais si vous pouvez patienter quelques petites minutes, je voudrais vous faire un point sur les financements possibles pour les candidats. Donc, en ce qui concerne la région Pays de la Loire, donc la région de Pays de la Loire a poursuivi en 2025 son soutien aux demandeurs d'emploi ligériens qui s'engagent dans un parcours de VAE et qui achètent individuellement sur mon compte formation une prestation d'accompagnement à la VAE. L'aide de la région sous forme d'un abonnement, pardon, au CPF, au compte personnel de formation, consiste à couvrir 90% du reste à charge dans la limite de 2 000 euros après mobilisation par le demandeur d'emploi de son CPF. Je vous indique que l'enveloppe mobilisée par la région pour sa politique d'abondement de CPF de demandeurs d'emploi pour 2025 a été consommée. Donc, il n'y a donc plus d'abondement disponible pour cette année. Donc, c'était une information importante que je souhaitais communiquer et que la politique d'abondement du CPF pour 2026 est à l'étude. Voilà en ce qui concerne les financements qui étaient possibles par la région Pays de la Loire. En ce qui concerne un petit point sur les financements que France Travail peuvent proposer. Donc là, c'est une décision de la direction régionale des Pays de la Loire, France Travail Pays de la Loire. Donc depuis le 5 septembre 2025, donc comme je l'ai dit, il n'est plus possible pour les demandeurs d'emploi de mobiliser un abondement de CPF de la région pour un accompagnement à la VAE. Par conséquent, à ce jour, l'abondement France Travail peut être étudié dans le strict cas de l'AIF. Donc là, vous avez le détail du dispositif de financement qui est l'AIF, l'aide individuelle à la formation, qui est possible pour financer ou cofinancer une formation. Pour le public qui est éligible, ce sont toutes les personnes inscrites à France Travail qui sont concernées. Et l'AIF peut être mobilisée quand la formation est essentielle pour concrétiser un projet de retour à l'emploi et qu'aucun autre dispositif ne peut la prendre en charge. Donc, les démarches à effectuer pour un candidat, c'est de contacter son conseiller référent avec un devis du coût total demandé. Je passe, je vous fais un point rapide sur les financements de Transition Pro Pays de la Loire. Donc là, vous avez sur cette slide, vous avez le site internet de Transition Pro Pays de la Loire ainsi que le numéro de téléphone si vous voulez plus d'informations, puisque Transition Pro Pays de la Loire peut financer des accompagnements à la VAE pour les salariés du privé. Mais pour en savoir davantage, je vous oriente vers les contacts qui sont précisés sur la diapo. Voilà. Et puis pour ajouter, pour compléter, Transition Pro propose des réunions d'information collectives pour donner un premier niveau d'information sur la VAE. Et donc dans cette diapo, vous trouverez le lien d'inscription pour participer à ces réunions, pour orienter vos candidats s'ils veulent avoir des informations sur la VAE. Voilà. On n'a pas forcément eu le temps de répondre à toutes les questions. Si jamais vous avez des questions spécifiques qui sont liées au financement, des questions auxquelles vous n'avez pas eu les réponses aujourd'hui, je vais prendre le temps de sélectionner toutes les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse et revenir vers les participants pour apporter des réponses. Je ne sais pas si les intervenants, vous avez des éléments à ajouter ou on peut clôturer ce webinaire. Eh bien, je vous remercie tous.